Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles dans les grandes villes de France, à retrouver sur valerty.com, valerty.com, présente Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir les copains, soyons excellents ensemble. Et c'est le cas, c'est excellent. Et c'est tous les dimanches à 19h sur Sud Radio. Il s'engage en riant et s'agouaille à marquer l'inconscient collectif français. Se servir de l'art pour dénoncer ou rire de l'absurde, il le fait avec brio. Et c'est cela qu'on aime sur Sud Radio, vous le savez. Parlons vrai avec l'humoriste Christophe Alévèque qui vient vous raconter, entre autres, pardonnez-moi pour l'expression qu'il utilise lui-même, ses velléités de vieux con. Le titre de son dernier spectacle qui reprend en ce moment tous les mardis soirs au Café de la Gare à Paris. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je rajouterais que j'ai été obligé de... Au début, le spectacle s'appelait Vieux con. Ouais. Et j'ai rajouté un point d'interrogation. Ah d'accord. Puisque le second degré n'existe plus. Ok, ça sera dit. Et c'est excellent, c'est la voix des créateurs français, tous styles confondus en seconde partie de votre émission. Il est homme de radio et de télévision, mais surtout il mange, respire et vit pour l'art, ou avec, ça dépend du point de vue. Daniel Chic est passeur d'images et il les écrit aussi. Son 4e roman, Le Grand Baobab Bleu, est sorti il y a peu chez Albin Michel et il vient nous en parler évidemment, sans oublier un peu de lui, on l'espère. Bonsoir Daniel. Bonsoir. C'est excellent, bienvenue chez vous. Bah rebonsoir Christophe. Bah alors. Vous êtes là quoi. Ouais, toujours. Alors avant de vous écouter blaguer en vrai, on va vous écouter en faux, mais c'est toujours en vrai. La reine d'Angleterre meurt. Bon, hein, ça peut arriver hein, au meilleur. Par contre, alors Gorbatchev meurt, on en a à peine entendu parler. Non, vous trouvez pas ça mais c'est les médias, hein. C'est-à-dire ils préfèrent quelqu'un qui change de demeure tous les 2 mois, quelqu'un qui change le monde. C'est pas mal. C'est vrai en plus, hein, parce qu'on en rit, mais c'est vrai. Oui, ouais, oui. La mort de la reine d'Angleterre m'a affligé. Ouais. Non pas sa mort, oui, non, mais le traitement médiatique. Mais on vit dans un monde de fou. Et j'ai appris à travers les médias donc que j'aimais la reine d'Angleterre. Je pensais que j'en avais rien à foutre, mais c'est absolument hallucinant. Heureusement que les journalistes sont là pour nous informer. Ah oui, bah écoutez, je vais essayer de le faire ce soir, Christophe. Ouais. Bon, c'est l'extrait d'une vidéo de votre spectacle. En fait, c'est une vidéo de présentation de votre spectacle qui reprend tous les mardis à 21h au Café de la Gare à Paris. Vieux con, avec un point d'interrogation très important. Alors, Christophe Alévèque, dans ce sketch, vous dites donc, c'est marrant, les médias, ils préfèrent quelque chose qui change de demeure tous les mois à quelqu'un qui change le monde. C'est absurde, en fait. C'est burlesque, presque. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est le spectacle. En fait, j'ai des plages d'impro, mais il est quand même très écrit. Parce que je m'attelle à un sujet qui est quand même glissant, c'est-à-dire le nouvel ordre moral. Voilà. Tous ces nouveaux curés de la pensée qui s'attellent à notre bien, voilà, qui pensent que notre... bonheur est une œuvre d'art, donc il faut absolument l'encadrer. Voilà. Et donc je passe en revue tout ce qui fait le charme de notre époque. Oui. Et je pense à haute voix pendant le spectacle et tout en expliquant, ça c'est le prétexte. J'essaye de savoir comment expliquer dans quel merdier il a mis les pieds à mon dernier petit qui dort dans les loges. D'accord. Voilà. Donc le but, c'est vraiment c'est le vieux con point d'interrogation qui explique aux jeunes à quelle sauce il va être mangé, quoi. C'est-à-dire que c'est une question que je me suis réellement posée, mais moi de façon mais pas du tout humoristique. C'est-à-dire que là, mon petit dernier a 5 ans. Si on fait l'état du monde actuel, c'est pas terrible. Mais je pense qu'on vit une époque, on vit un nœud, vraiment, on vit une fin de cycle. Un nœud que vous avez envie de lisser, hein, oui, j'ai envie d'éclater même. Et je pense qu'on est à une fin de cycle. Et alors, comment va se transformer tout ça? Est-ce que ça va être vertueux ou pas? J'y réfléchis à haute voix dans le spectacle. Mais il y a une chose dont je suis sûr, puisque je le sais, je le vis dans ma chair d'humoriste, c'est que, oui, l'époque a terriblement changé. C'est-à-dire que on en parlait avant, voilà, en termes de liberté d'expression, c'est absolument effarant. Ce qui faisait, par exemple, qu'on m'invitait sur les plateaux de radio et de télé avant, ce sont les raisons pour lesquelles je n'y vais plus maintenant. Donc moi j'ai vécu ce glissement de l'époque
ce lissage de la liberté d'expression, hein, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une censure, puisque la censure n'a pas de visage. Non, mais c'est comme si c'était une autocensure, en fait. Hein. Oui, mais c'est bien encore pire que ça. C'est-à-dire que, de façon à pas le faire, la scène reste le dernier espace de liberté totale. Donc, on peut y aller. Et l'écriture. Et l'écriture. N'oublions pas l'écriture quand même. Oui. Un espace de liberté totale et vertigineux. Alors j'ai eu une discussion récemment avec des auteurs dont je tairai le nom, mais qui vendent par brouette des romans, qui m'expliquaient eux-mêmes que maintenant, dans les maisons d'édition, il y avait des lecteurs, des lectrices en particulier, qui donnaient, qui des phrases, des cobayes, et qui disaient non, ce sujet-là, on ne peut pas l'aborder comme ça, ce personnage-là est maltraité, et qui m'expliquait, par exemple, un des auteurs où il m'expliquait, il y avait dans son personnage de son roman, il y avait un raciste, et il fallait qu'il réfléchisse. Mais de quelle façon il allait pouvoir introduire ce personnage, le faire parler, sans que, etc. Moi, j'ai pas, pardon, mais je sais pas où ça se passe, mais pour mon livre, ou en tout cas Albin Michel, je peux vous dire qu'au contraire, on m'a dit, mais non, on n'enlève pas ça. Bon, comme quoi il y a encore un espace de liberté. Il y a quand même la liberté. Non, mais je dis, attendez, on vit pas au Pakistan. En dictature. D'accord, mais ça c'est quand même lissé. On ne veut pas dire l'inverse. C'est très lissé. On est bien d'accord. Quand vous dites qu'on veut nous sauver la vie en la pourrissant, Christophe Alévêque, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que ça m'a interpellé. Vous avez dit quelque chose comme ça. Et c'est-à-dire que nous sommes depuis. Moi, je pense que ça a démarré toujours pour notre bien. C'est pour ça que ça a démarré de façon insidieuse. Moi, je pense le démarrage du nouvel ordre moral, c'est les restrictions sur l'alcool et les cigarettes. Voilà. Où effectivement personne. Qui sont en vente libre. Hein, voilà. Non mais d'accord, mais personne ne pouvait dire. C'est une horreur que on va pas encourager les gens à boire, à fumer, donc il faut restreindre, jusqu'à interdire dans les lieux, mais évidemment c'est bien parce que... Alors, le problème c'est qu'après, derrière ça, on nous a vendu simplement une façon de vivre, une façon de penser. Donc vous pensez que c'est insidieux, que c'est un truc qu'on nous a rentré dans le cerveau au fur et à mesure? Oui. Et quand je dis on est dedans. Hein. Moi, il n'y a pas de complot. Tout seul aussi, quoi. Voilà, c'est-à-dire que nous avons été les victimes et bourreaux en même temps. Et là, maintenant, on nous explique, mais vraiment, on nous explique la vie. Où sont les gentils, les méchants, ce qu'il faut dire, pas dire, et ce qu'il faut penser ou pas penser. Voilà, on est dans une pleine époque de manichéisme. Est-ce que vous pensez que c'est issu de la peur, en fait, de la peur de l'autre, de la découverte Je pense que c'est issu... la peur, ça clive. C'est issu malheureusement, d'une terrible bonne volonté. Mais qui fait que... on vit, je pense, dans une société de l'effet inverse. C'est-à-dire, plus on diabolise la violence, plus elle augmente. On loue la justice sociale, les écarts se creusent. D'aucuns diraient, j'ai entendu ça, qu'au lieu de dénoncer une femme qui se voile, il vaut mieux porter une mini-jupe. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe Alévêque? Oui, sur la tête. Mais c'est ça, en fait. Comment on fait pour changer les choses, alors? Mais je pense qu'il faut partir de ce que je raconte dans le spectacle, cette phrase de Voltaire qui disait « L'être humain est pétri de faiblesses et d'erreurs ». Voilà. Et il faut qu'on parte de nous. Nous, on est un aggloméré de défauts. Et n'essayons pas de faire de nous des êtres absolument parfaits. Ça ne marchera pas. Non, mais ça ne marchera pas. Je veux dire, nous sommes imparfaits. Donc malheureusement, Sandrine Rousseau n'y arrivera pas. Non, ça, non. On l'espère en tout cas. Voilà, encore l'effet inverse. La pauvre. Mais cette femme est en train de créer de la misogynie et du machisme. Oui, c'est vrai. C'est terrible, c'est l'effet inverse. C'est vrai. On a des faiblesses, mais on est quand même dans cet excellent, et c'est excellent de vous écouter. Et ce soir, on est donc avec le comique Pince sans rire, on l'aura bien compris, Christophe Alévêque. Et dans vraiment pas longtemps, l'écrivain féru d'art Daniel Chic. À tout de suite sur Sud Radio. Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles dans les grandes villes de France, à retrouver sur valerty.com, valerty.com, présente...
Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous avez choisi Sud Radio et vous avez bien raison, c'est excellent et c'est votre rendez-vous du dimanche soir, celui qui donne la libre parole aux créateurs français de tout genre. Ce soir à mes côtés pour vous, l'excellent humoriste Christophe Alévêque, et puis on va retrouver ensemble juste après l'écrivain qui relie les mondes Daniel Chic, même s'il est déjà là. Hein, Daniel, vous êtes là. Pardon d'exister. Hein. Christophe Alévêque, on va vous écouter encore un peu, c'est parti. Je ne sais pas où vous êtes maintenant, d'après les derniers renseignements, vous seriez au paradis. Et alors non. Il paraît que vous avez déjà dessiné des bites partout. Non les gars, ça va encore les énerver. Il y en a beaucoup qu'on n'a jamais vu. Christophe Alévêque sur Sud Radio, c'était lors de la soirée de soutien à Charlie Hebdo, un peu de temps finalement après ce terrible attentat sur France Télé. Je pense qu'on est tous curieux d'abord de savoir comment et dans quelles conditions vous avez rédigé ce texte, hein, qui est hyper fort, qui est très drôle, qui est très pointu. Vous arrivez à rire d'un drame absolu quand même. C'était c'est le pour eux. On a fait ça. Moi, j'en connaissais malheureusement deux. T-News et Oncle B que je connaissais vraiment personnellement. C'était des vrais amis, quoi. Et c'était un choc. Et on était. Je me rappelle, l'émission s'est fait vraiment au dernier moment. C'est le Radio France, France 2 qui a décidé au dernier moment. Hop, ils ont appelé. Tiens, viens faire un sketch. J'avais chanté Bella Ciao aussi. Ouais. Et ça s'est fait comme ça. Évidemment, personne n'a contrôlé nos textes. Soirée spéciale Charlie. Mais il y en a qui ont quand même essayé. Voilà, je tairai les noms. Non. Bon. Et je me rappelle parce que c'était terrible parce que au moment où je rentre sur le plateau pour faire mon texte et chanter, il y a toute la bande de Charlie Hebdo qui rentre et je les vois rentrer. Et là, j'ai eu un... Je sais pas, heureusement que j'avais de l'expérience, parce que sinon... non, sinon je... Vous seriez effondré? Ah ben je me serais effondré, parce que je les voyais, ils étaient à côté de moi, je les sentais, et il y avait tout ce drame horrible, et moi là, qui était en train d'essayer de leur rendre hommage en faisant marrer les gens. C'était... Christophe Alévêque, à ce sujet, justement, vous avez dit que ça serait terrible de baisser son froc. C'est un peu ce que vous nous dites aussi depuis tout à l'heure, hein, sur le burlesque et l'absurde de cette société. Et c'est vrai qu'en face des islamistes, c'est une évidence aussi. Finalement, il ne faut jamais baisser son froc. Mais il ne faut jamais baisser son froc. Mais malheureusement, c'est terrible à dire, hein, mais moi, j'en ai parlé avec ce Charlie et ce ciné. Oui, on a défilé dans la rue, oui, voilà. Mais ça continue quand même. Ils continuent quand même à se faire emmerder, excusez-moi le terme. Ils ont réussi à nous terroriser. Ouais. Voilà. Et j'ai entendu et j'entends encore. Oui, mais quand même, la caricature. Il y a des limites à la caricature. Alors ce que vous dites à ça souvent, c'est qu'on n'est pas obligé d'être Charlie. C'est-à-dire qu'on a... Finalement, c'est ça la démocratie, Christophe Alévêque. On est obligé de rien. On n'est pas obligé d'adhérer, mais on est obligé de laisser faire. Par contre, on est en démocratie. Mais on est en démocratie. Donc on peut rire de tout, Christophe Alévêque. Moi, je suis devenu ce que j'appelle le vieux con dans le spectacle, le vieux con moderne. C'est un libre penseur. Il faut absolument qu'on continue à penser librement. Donc pour être un libre penseur, il faut être un vieux con, Christophe Alévêque. Non. mais malheureusement, le vieux con d'aujourd'hui, l'ordre moral l'a fait basculer dans le camp des résistants. C'est-à-dire, on résiste maintenant. J'ai entendu, il n'y a pas longtemps encore, même je tairai le nom de cette personne, j'en ai déjà parlé avant, mais là, il y a des limites à la caricature. Quand on sait que c'est les islamistes qui ont dit ça au moment des attentats de Charlie. Et on ne peut plus rire avec le climat. Je l'ai entendu, cette phrase. On ne rit plus, mais... On peut plus rire avec rien, en fait. Non, mais rien. Est-ce que vous vous considérez comme un homme libre, Christophe Alévêque, finalement? Oui. Bien sûr. Vous le payez cher ou pas? Je le paye cher. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez? Mais je ne peux pas faire autrement. Voilà. Alors, il y a deux petits sketchs que j'ai envie qu'on écoute encore. Et c'est parti. Voilà, c'était du numérique complètement... voilà, c'était endetté à mort. Et alors, il se trouve que son patron, donc, Jeff Bezos, est l'homme le plus riche du monde. Est-ce que vous avez une question? Déjà, comment vont-ils s'en sortir financièrement?
Bah lui, le prince Harry, il a jamais rien branlé dans la vie, à part lui. Bon, je leur dis pour les auditeurs parce qu'on n'entend pas très bien, mais le prince Harry, finalement, il a rien branlé dans la vie à part lui. Vous y allez fort quand même, Christophe Hellebecq. Bah, je pense que c'est une vérité. Ouais. Mais ça, c'est la revue de presse. Hein. Attention, je ne parle pas de ça. Non, c'est pas la même chose. Oui, j'allais y venir. En même justement. temps, j'épluche l'actualité régulièrement. En fait, l'idée, c'est de mettre le doigt pour vous, par l'humour, sur les dysfonctionnements de la consommation à outrance, de cette surpopularisation de gens qui, finalement, effectivement, font pas grand-chose de leurs 10 doigts, etc. Sur l'infantilisation permanente, sur le couloir de pensée, sur le prêt-à-penser. Sur les nouveaux curés ou de la morale, pensée, voilà, et tous les paradoxes de notre société, la culpabilité qu'on nous fait porter en permanence, et puis ces trucs complètement absurdes. Là, on est, c'est à se demander, par exemple, si quand on fait des économies d'énergie maintenant, et tout d'un coup, on a découvert, mais c'est tout d'un coup. Début septembre, début septembre, tout d'un coup, ça ne va plus. Voilà. Et il faut, alors voilà, donc les économies d'énergie, alors maintenant on a droit à toutes les recommandations. Sinon, il y a les Jeux asiatiques en Arabie Saoudite bientôt aussi. Oui, bien sûr, il y a la Coupe du Monde climatisée qui tombe mal. Mais est-ce que c'est finalement, poser la question, est-ce qu'on fait des économies d'énergie à cause de Poutine ou à cause du dérèglement climatique ? Ah bah c'est une bonne question. Voilà. Vous avez et la donc, réponse, vous ? est-ce que Poutine n'est pas le plus grand des écolos actuellement ? Si, imaginons qu'il n'y a pas la guerre en Ukraine. C'est une vision qui me parle, moi. Est-ce qu'on, parce que on a vécu un été cataclysmique. Enfin, tout le monde sait que le climat est déréglé depuis des années. Mais on attendait encore, on attend parce qu'on sait jamais. Bon ça va peut-être aller. Ça va peut-être aller. Et là, du coup, on n'a pas le choix parce que les robinets sont coupés. Tout ça. Et on dit, voilà, on fait attention à la planète. Christophe Hellebecq, est-ce qu'il y a quand même des choses qui vous plaisent dans ce monde ? Oui. Oui. Alors, mais moi, c'est une déformation professionnelle, évidemment. Mais qu'est-ce qui vous plaît, par exemple ? Ce qui me plaît, c'est que c'est de savoir que on va se sortir de toute cette merde. Parce que moi, j'en suis. Bien sûr. Moi, j'en suis convaincu. Bon, c'est déjà un bon point. Et voilà, il faut qu'on arrive, mais il faut qu'on retrouve cette le plaisir, le bonheur. La liberté, le débat, la démocratie. C'est ce que vous faites quand vous êtes sur scène, vous ? Voilà, c'est pour ça. Moi, je dénonce. Je fais du rire avec le pire. Ouais. Et moi, mes spectacles, maintenant, c'est une thérapie collective. Oui, parce qu'en fait, faire du stand-up, c'est pas comme faire du théâtre. Vous en avez fait du théâtre, vous avez fait de la télé, du cinéma, etc. Mais faire du stand-up, c'est vraiment se mettre à poil, parce que c'est vous qui écrivez en coécriture souvent. Mais vous êtes nu face au public, quoi. En fait. Oui, et de toute façon, à partir du moment, déjà, on peut s'appuyer sur personne pour. Parce que ce qui est terrible dans les spectacles d'humour, c'est que vous êtes tout seul. Si les gens rient pas, voilà, une pièce tragique. Si les gens de rire, ça va. Si les gens pleurent pas, de toute façon, à la limite, de toute façon, on les a pas entendus. Et il faut, enfin, moi, je vois mon métier comme ça. Il faut rire pour rire. Franchement, Vous êtes sur scène en tant qu'humoriste solo depuis. Alors, votre premier spectacle, c'était à Lyon en 1991. Qu'est-ce qui vous a initié cette envie ? C'était déjà une volonté depuis toujours, Christophe Hellebecq ? Pas du tout. Non. C'était absolument pas une vocation. C'est j'étais jeune, je m'ennuyais déjà. Parce que j'avais choisi de faire une école de commerce. Et alors j'ai très vite compris que je n'étais absolument pas fait pour ça. D'accord. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, mon Dieu ? Et il me fallait un challenge, l'aventure. Et comment il est tombé ce challenge ? J'ai pris des cours de théâtre et je me suis dit, tiens, je vais faire ça. D'accord. Mais vraiment, c'est parce que ça me paraissait impossible. Et après, en fait, vous êtes fait avoir par la passion après, en fait, c'est ça ? La passion est venue après. D'accord. C'est au bout d'un certain temps, la passion de la scène très vite. Ouais, c'est même la première scène en fait. Voilà, dès qu'on se rend compte qu'on a un petit, c'est pas un pouvoir, mais ce petit don de faire réagir les gens. Au début c'est un peu vertigineux quoi. Et parce qu'on se dit tiens moi je l'aime et alors que j'ai jamais bossé pour ça mais.
Et puis après, évidemment, moi, c'est je suis un fan absolu de la libre pensée, de la liberté d'expression. Et finalement, le seul endroit, parce que vous avez bossé beaucoup avec Laurent Ruquier, vous avez fait partie de sa bande, etc. Donc vous avez un peu essayé tous les types de médias, de transmission, en tout cas, de médiums. La scène, c'est le seul espace où vous êtes totalement libre. Ah ben là, on est pour l'instant. Mais vous avez dit que ça allait aller mieux, alors ça va aller mieux. Pour l'instant, non, je pense qu'il va falloir qu'on passe par le pire pour ressortir. D'accord. Faut toucher le fond, quoi. On n'a pas touché on n'y est pas encore. Mais voilà. On est mal barré, là, quand même, et je pense beaucoup, et je ne dis pas ça parce qu'il y a un auteur ici, mais je pense que de toute façon, la culture va être le vecteur qui va faire changer la société et le monde. Je vous remercie parce que c'est exactement ce que raconte Daniel Chic. Rebonsoir, qu'on va retrouver dans pas longtemps. Et c'était parfait justement pour dire à nos auditeurs qu'on va se retrouver pour parler de culture, d'art avec Christophe Alévêque et l'écrivain féru d'art Daniel Chic. On revient les copains, à tout de suite. Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles dans les grandes villes de France, à retrouver sur valerty.com, valerty.com, présente Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio jusqu'à presque 20h. Nous avons commencé en compagnie de l'authentique humoriste et humoriste aussi, hein, c'est pas mal, c'est un nouveau style. Voilà. Christophe Alévêque, et on continue avec l'écrivain qui déclare son amour à l'art qui transcende. Et il le fait dans son dernier roman, Le Grand Baobab Bleu, sorti chez Albin Michel. Bienvenue à nouveau, Daniel Chic. Bonsoir. C'est mon premier roman. Tout à l'heure, vous avez dit quatrième. Oui, mais premier roman. Premier roman, pardon. Mais c'est un roman où presque beaucoup de choses sont à peu près vraies. Ouais. Ah bah vous allez pouvoir nous le dire, justement. Alors justement, ce très joli roman qui s'appelle Le Grand Baobab Bleu, c'est un nom que, évidemment, vous n'avez pas choisi par hasard, hein, puisqu'il nous dit un peu d'Afrique et puis de couleurs. Alors vous allez nous en dire un petit peu plus, là, tout de suite, maintenant? Avec plaisir. Le baobab, c'est le symbole des racines de l'Afrique. C'est de là où vient mon héros. Et baobab bleu, ça n'existe pas. Baobab bleu. Et bleu parce que la période bleue de Picasso, parce que mon héros, qui est Peul, qui vient du Mali, qui arrive après 3 ans en France, tout d'un coup rencontre un bourgeois bobo un peu paumé, blond, mais c'est pas la peine de me regarder comme ça. et il va avoir une révélation qui est Picasso. Et alors, quand vous dites que c'est presque vrai, c'est une histoire que vous avez vécue, en fait? Oui. D'accord. C'est la base du roman, c'est-à-dire je rencontre tout à fait par hasard, par accident, dans un appartement bourgeois où je pense que je vais m'ennuyer profondément, et je rencontre plein de réfugiés, parce que le copain chez qui je vais s'occupe de réfugiés, mais je ne le savais pas. Et puis j'écoute des histoires dramatiques, parce qu'on quitte pas son pays pour s'amuser, sa terre, sa famille, etc. Donc j'entends des femmes qui racontent le viol, etc. Et moi, j'ai rien à dire, et je vois qu'il y a des livres dans cet appartement. Donc comme les livres sont mon refuge et ma vie et l'art, je vois un livre consacré à Picasso, je me lève, je me dis qu'est-ce que c'est que ça, et j'entends à côté de moi qui est Picasso. Et c'est le jeune homme qui, sur le canapé, à côté de moi, a raconté... Vous êtes encore très amis tous les deux? On est amis, oui. Mais d'ailleurs, l'histoire, je lui dis, je vais pas te dire qui est Picasso, puisque ton problème, c'est où tu manges, où tu dors, comment tu vis, ce que tu fais de ta vie. Et il me répond cette phrase vraie, et qui est dans le livre, mais tu sais, j'ai aussi le droit de rêver. Et il lui dit, j'ai pas besoin que tu m'aides, j'ai besoin que tu me fasses rêver. Exactement. J'ai pas besoin d'aide, parce qu'on a toujours l'impression que quelqu'un différent, un réfugié, il faut l'aider. D'abord, on peut l'aimer, mais aussi on peut se nourrir de lui. Et effectivement, je lui dis, je ne vais pas t'aider, je vais te faire rêver puisque c'est ce que tu demandes. Et 15 jours plus tard, avec ce jeune Malien, on se retrouve, et ça c'est vrai, au musée Picasso. Et il dévore tout, il croque tout. Il adore tout. Et notre amitié, ça c'est aussi vrai, ne se poursuit que dans des musées. Et moi, je ne comprends pas. C'est dans le livre, je lui dis, mais moi je veux aller voir où tu habites, au Burget. Non. Je veux aller voir comment tu manges. Non. Toi, ton rôle, c'est de me faire rêver. Ce que je veux, c'est être aujourd'hui et demain, et pas que tu me ramènes à hier. Et donc, on ne se voit que dans des musées parce que ce sont des havres de paix. Très belle leçon d'humanité. Alors, en page de garde, vous citez André Malraux qui nous dit, l'art, c'est le plus court chemin de l'homme à l'homme. L'art, c'est donc par évidence l'affirmation de l'humanité, en fait, pour vous, Daniel Chic. C'est ce qui nous mais c'est ce qui nous répare, nous cimente par l'art. Mais l'art, c'est tout. C'est la pop music, c'est Picasso, c'est la littérature, c'est Christophe Alévêque. C'est pour ceux qui ont quelque chose à dire, parce que ceux qui font un humour qui est je pète, je rote, et puis non. Quand il y a une dénonciation de quelque chose, que ça fait réfléchir, moi quand c'est motivé par une émotion, quoi, en fait. Et qu'il y a une réflexion, et que ça vous perturbe. Moi, j'adore être perturbé par un sketch, par une musique, par un tableau. Ça ne me dérange pas.
Tout à l'heure, vous parliez de la peur. Et quand on a peur de l'autre. Mon livre dénonce exactement ça. Moi, j'ai pas peur de l'autre. Donc, ce jeune réfugié n'est pas un problème pour moi. Il m'enchante. Il me nourrit. Et la peur, je trouve que la peur gouverne beaucoup trop notre monde et nous-mêmes, parce que c'est vrai que c'est incertain. Et l'art est un anti-peur, je trouve. Alors, c'est une histoire d'amitié, hein, puis de l'un qui aide l'autre, comme vous le dites, en le faisant rêver, puis de l'autre qui aide l'un en le ramenant à une certaine forme de réalité perdue, quoi, finalement, Daniel Chic aussi. Hein. Mais il y a une chose, c'est que on perd une certaine réalité dans notre monde aujourd'hui. Un peu, de toute façon, on se met dans nos bulles. De toute façon, honnêtement, c'est vrai qu'il y a tout pour se renfermer. Le climat, Poutine, la guerre, la pauvreté, la misère, le dérèglement climatique. Mais on est franchement, surtout très informés, quoi. On est surinformés, donc surangoissés. Et l'art calme, et l'autre, moi, me calme. Il ne me fait pas peur. J'ai besoin de l'autre pour qu'il me donne un avis qui me calme ou qui mette de la distance. Quand vous tombez en amitié avec quelqu'un qui vient d'un pays comme le Mali où il n'y a rien, qui vit certains drames qu'on découvre dans le livre au fur et à mesure, eh bien ça relativise vos bobos. Je ne sais pas du tout si c'était la question que vous posiez. Non, mais c'est la réponse que vous aviez envie de donner. Alors, dans ce roman, dont je rappelle le titre pour les auditeurs de Sud Radio, Le Grand Baobab Bleu, qui est sorti chez Albin Michel, vous nous racontez aussi l'horreur que traversent des milliers de migrants pour arriver en France, le pays de la liberté, pays qui ne reçoit pas très très bien, Daniel Chic. La France, terre d'accueil, moi-même je suis fils de réfugié puisque mon père, une partie de ma famille est russe, et puis je vois tous les amis autour de moi ont toujours été ouverts, accueillis les bras ouverts, et j'ai un peu peur que là les bras se ferment. Ça dépend de quels immigrés, il paraît. Mais bien sûr, mais moi mon livre n'est pas du tout sur le monde des immigrés. Mais vous en parlez quand même parce que vous parlez du chemin. Je raconte le destin de Demba. Du rapport à l'image aussi, qu'il a justement, de la prise de conscience de ce qu'il a lui-même vécu quand il voit une photo de ce bateau où il a été entassé lui-même, en fait, avec les autres. Il ne le supporte pas, d'ailleurs. Mais il y a un chapitre sur le quitter sa terre et arriver en France. Et j'ai pas voulu aller plus loin, parce que je suis pas journaliste, parce qu'on le voit à la télévision, et l'écriture doit être différente de l'actualité. Mais d'ailleurs, quand il a lu ce passage, je lui ai dit ce passage, il m'a dit « mais tu étais là ». Parce que c'est vrai que en fait, il m'a raconté que quand on part, pourquoi on part ? On part pas pour le plaisir, on part pas pour les allocs, on part pas. C'est pas vrai. Certains, mais on part. Vous vous rendez compte ? Quitter sa terre, totale, quoi. Quitter sa mère, quitter sa terre, quitter ses amis, ses frères, ses baobabs. Faut avoir de grandes raisons. En général, c'est la misère. C'est ça que j'essaye de dire. Mais c'est très peu dans le livre. Vous avez envie de réagir ? C'est la misère. Oui. Mais la pauvreté. On est en osmose totale sur le. Quand on parle souvent des migrants en France, d'ailleurs on en parle très très mal, on les réduit à une image de personnes entassées sur des bateaux. Ils arrivent avec leur vie. Et là, ils deviennent des bêtes. Le bagage est lourd. C'est une vie qui arrive. Et c'est magnifique. Je trouve qu'il faut, honnêtement, je trouve qu'il faut beaucoup de courage pour partir. Bien sûr. Voilà. Alors justement, vous disiez on que en serait bien incapables, nous. On ne sait pas ce qui peut nous arriver demain, Christophe Lévesque. Vous parlez de quoi ? D'une bombe ? Je sais rien. Je ne sais pas ce qui peut arriver. C'est un peu de votre histoire, Daniel Chic, que vous nous dites aussi. Vous le dites, puisque une bonne partie de votre famille a immigré vers la France pour fuir la Russie de Staline. Donc ça, c'était une très très bonne raison aussi. Donc finalement, c'est ça. C'est motivé par l'envie de vivre, en fait, qu'on bouge. Il y a un autre truc qui m'a marqué, c'est votre ode à Picasso et à la puissance de son inscription dans notre culture contemporaine, finalement aussi. Je vous cite parce que vous allez jusqu'à faire dire à Mathieu, votre personnage principal, qu'il est une sorte de dieu puisqu'il a inventé un monde à lui. Donc il y a une espèce de déification actuellement aussi des artistes contemporains qu'on voit. Oui, qu'il faut limiter, parce qu'il y en a qui sont aussi des commerçants. Voilà. Mais du coup, c'est limite, parce qu'on se dit Picasso, Dieu, parce qu'il a inventé un monde à lui, alors qu'il a. Mais moi, je suis complètement ni Dieu ni maître. Non, mais je sais. Mais pour symboliser, c'est-à-dire les gens qui ont un royaume, qui en sont les maîtres, ce sont les dieux de leur existence, de leur art. Mais je veux dire, c'est les maîtres. Je savais pas que j'avais écrit ça parce que je l'aurais enlevé. Parce que j'ai bien lu votre livre. Ni Dieu ni maître, c'est moi. Mais c'est aussi le personnage d'Emba. Cet homme, il veut juste apprendre, il veut se réfugier dans l'art, il veut comprendre là où il arrive. Et pourquoi ça passe par Picasso alors ? Parce que c'est le maître absolu. C'est ça, c'est plutôt ça en fait. Mais oui, puis il y a plein de raisons. Picasso a été un buvard. D'abord, Picasso, comme je fais les parallèles,
n'oubliez pas que c'est un réfugié espagnol. Ouais. Et Picasso, il s'est nourri de plein de réfugiés, d'art provoqué par des réfugiés. Il a été celui qui a révélé, avec André Breton et d'autres, le génie de l'art africain. Bien sûr. Et Demba, pourquoi il aime Picasso? C'est parce qu'il voit dans Picasso des lignes, des traits, des fissures de la maison où il a subi des horreurs. En fait, Demba a rencontré Picasso avant de rencontrer Picasso. Et Picasso, on s'y retrouve parce qu'il parle de nous. Et il nous montre comme on est parfois, monstrueux, amoureux. Et il s'adapte, il évolue en permanence. Picasso ne s'enferme dans rien. C'est un homme libre. Et pourquoi un génie pareil, ça donne justement un art contemporain parfois un peu moyen, quoi, mitigé? Moi, je ne me permettrais pas de juger le niveau 2. Non, mais quand ça donne, je peux citer Damien Hirst qui fait des arbres de Noël avec des boîtes de pilules dessus, par exemple, voilà, qui se vendent des millions. Mais vous ne pouvez pas le comparer à Picasso. Il est issu de lui, directement, puisque c'est son descendant. Mais je vais vous dire, honnêtement, je pense que Picasso se revendiquait d'ailleurs pas descendant de qui que ce soit. Il aimait le talent et il le vampirisait. Donc le vrai génie, c'est celui qui se revendique pas de quelqu'un. Mais le vrai génie, c'est celui qui boit tout et qui invente et qui met au monde. Pour moi, attention. Et Picasso, il a su faire ça. Il a tout emprunté. Il a violenté aussi les femmes dont il s'est plus qu'inspiré. Il les a manipulées pour en faire des œuvres. Ça, c'est assez monstrueux. Mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez C'est assez monstrueux d'être un génie en général. Oui, mais les plus grands génies sont souvent les plus grands vampires. Il y en a un devant nous. Ah. Vous êtes un vampire, Christophe Lévesque? Christophe, dans l'humour, il est observé. Il est obligé d'observer. J'avais une question justement sur cet art contemporain dont on entend beaucoup parler, qui se vend à des millions et qui, parfois, ça c'est une opinion très personnelle que je vais exprimer ce soir, ce que je fais peu, mais qui pour moi est de l'art contemporain. Ça ne veut rien dire. Et à quoi un petit sketch là-dessus justement, parce que ça fait partie quand même des choses bizarres de notre époque, ces millions de dollars. C'est une aperture, mais je ne suis pas assez spécialiste pour me lancer. Mais vous savez, pardon, Judith, c'est un grand débat. C'est un grand débat. Oui, parce qu'il y a des choses qu'on trouve complètement anecdotiques maintenant, ridicules. Un mec qui met 14 ampoules sur je sais pas quoi, c'est de l'art ou pas. Attendez, parce que c'est l'histoire qui décide. Si on parle aujourd'hui, un siècle après, de Picasso, vous parliez à l'époque où il faisait ses œuvres, on parlait de lui comme ça? Pas toujours. Il a été contesté. Ne croyez pas qu'on a dit Picasso, on t'attendait. Au début, c'était il fait des dessins d'enfants de 4 ans. Enfin, c'était ça Picasso pour beaucoup. Donc c'est pour ça que c'est plus compliqué que... Il faut jamais, pour moi, d'ailleurs c'est ce que je trouve merveilleux dans ce que j'ai vécu avec Demba, qui est le personnage du livre. Vous n'avez pas changé son prénom? Si. Attendez, j'ai changé beaucoup de choses pour pas qu'on identifie le garçon. Mais oui, il pose des questions et à chaque fois, moi, ça m'obligeait à lui dire, mais tu sais, avant Picasso, après, à côté, à droite, et n'oublie pas, il a peint ça à ce moment-là. Ce qui est formidable quand vous allez dans un musée, que vous regardez un tableau, c'est que vous le regardez, mais après, il y a 1000 questions. Il faut savoir quand ça a été fait. Là, je reviens de la fondation Vuitton, Louis Vuitton, où il y a une exposition qui fait un parallèle entre Monet et une femme qu'on connaît extrêmement moins, Joan Mitchell. C'est une très belle exposition. C'est magnifique, mais ça vous pose plein de questions. Tiens, cette femme, elle a fait ça à ce moment-là, mais en fait, elle l'a fait un siècle après Monet. Monet a fait ça à ce moment-là, mais à ce moment-là, on faisait pas ça. Donc, il faut absolument avoir les connaissances autour. Une œuvre, un musée, ça vous oblige à 1000 questions, à vous poser des questions sur l'histoire, à ce qu'il y a autour, l'histoire personnelle du peintre, quand il l'a fait, qu'est-ce qu'il a vu. Donc, faut pas juger, parce qu'il y a des trucs qu'on trouve grotesques maintenant, et qui vont peut-être rentrer dans l'histoire de l'art. Alors, aimer, ne pas aimer est autre chose, mais dire ça, c'est pas de l'art, moi, j'oserais pas le faire. C'est pas ce que je disais. Il y a intérêt. C'est excellent avec le comique à l'humour qui dérange. Christophe Lévesque est l'homme de médias écrivain qui aime l'art clairement et qui le défend. Daniel Chic. Restez là, les copains, nous on revient. Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles dans les grandes villes de France, à retrouver sur valerty.com, valerty.com, présente... Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Sud Radio 7 Excellent et c'est la dernière partie de votre émission. Je suis ce soir en compagnie de deux personnes qui nous marquent chacun à leur manière. L'humoriste impliqué Christophe Lévesque et l'écrivain qui a l'art au cœur, Daniel Chic. Alors j'ai une question pour tous les deux. On va commencer par vous, Daniel. Est-ce que faire rire c'est de l'art et est-ce que l'art peut aussi faire rire? Il y a d'autres questions? Non. Je l'aime bien, ma question. Mais bien sûr que l'art peut faire rire, mais l'art peut faire pleurer. Mais l'art est libre. Et puis, libre à vous d'aller ou pas vers tel ou tel artiste. Oui. Mais je suis exactement comme Christophe par rapport à l'humour ou à un sketch. Aussi, Je trouve qu'une œuvre, ça n'existe pas une œuvre qui va trop loin. D'ailleurs, quand on dit il va trop loin, c'est qu'il va très près.
C'est ce que m'a dit une fois Brigitte Fontaine. Elle m'a dit, vous me posez une question, vous allez beaucoup trop loin, mon petit Daniel. Puis elle s'arrête, elle me dit, mais très loin, aller trop loin, c'est aller très près. Bon, et ben moi, c'est très juste. C'est juste. Donc l'art, s'il dérange, s'il fait pleurer, s'il fait peurer, déjà au moins qu'il vous fasse frissonner. Voilà, qu'il provoque de l'émotion. Qu'il vous perturbe. Et voilà. Est-ce que faire rire, c'est de l'art aussi, selon vous? Ben pour moi, c'est une question d'univers. Si Christophe a un univers, des mots, une réflexion, une bulle, invente un personnage, une façon de se tenir, d'enchaîner les mots, et que c'est pas repris de quelqu'un et que c'est son monde, mais oui, pour moi, c'est à partir du moment où il y a un vrai univers, il y a un royaume. Oui, quelle idée de hiérarchiser entre l'humoriste, le peintre, l'écrivain. On veut pas hiérarchiser, on pose des questions. Moi je dis que c'est de l'art à partir du moment où ça grandit, ça nourrit et ça perturbe. C'est pas de l'art quand c'est que, c'est ma définition, quand c'est que de la distraction. D'accord, on a compris. Point. Alors, Daniel Chic, à votre tour. Non, Daniel Chic, c'est moi. Vous avez dit Daniel Chic à Christophe. Il faut absolument qu'elle arrête l'eau. Mais oui. Mais perturbé. Je dis qu'il faut arréter de boire de l'eau. Non, mais attendez, c'est votre énergie qui me perturbe. Alors, est-ce que faire rire, c'est de l'art? Christophe Alévêque. Écoute, je suis mal placé moi, pour. Vous considérez comme un artiste, vous? J'ai toujours un petit peu de. Oui, certainement. Oui. Certainement parce que. Ce qui m'intéresse, moi, le plus, c'est d'inventer. Voilà. D'inventer, de créer. D'aller chercher, de trouver. De trouver. Quand j'ai trouvé une belle formule, je suis l'homme le plus heureux du monde. Comme les dessinateurs humoristiques, on parlait de Charlie tout à l'heure, qui, en un dessin, une phrase, disent l'essentiel. Résume c'est ça pour moi, c'est de l'art, et je reste convaincu, je le disais tout à l'heure, que c'est l'art qui va nous sauver. Et vous êtes déjà marré devant une toile, vous, Christophe Alévêque? Mais moi, j'adore aller dans les musées. Et j'adore flâner, et j'adore passer, revenir. Boire un coup quand y retourner, et je peux passer 1 heure sur l'histoire d'un tableau. Alors justement là-dessus, Daniel Chic, vous dites que pour comprendre une œuvre, il faut s'installer dedans. Hein, c'est ça que vous dites. Il faut faire silence. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut se débarrasser d'où on vient, de l'état dans lequel on est. Donc être devant une œuvre, ça vous oblige déjà, c'est une forme d'effort, parce qu'il faut faire abstraction de tout. Puis après, il faut rentrer. Et d'ailleurs, c'est une forme de méditation. Mes amis, je découvre que c'est mes amis parce qu'on rentre et on se tait à ce moment-là dans les œuvres. Le livre, il y a beaucoup de silence parce que Demba, le Malien, et le Bobo parisien, ils font silence commun, donc ça veut dire qu'ils rentrent ensemble dans le tableau. Mais il faut se donner du temps. C'est vachement dur, hein, ça demande un effort, un musée, mais c'est ça que j'adore. Ça demande un effort, un musée, un tableau, une sculpture, parce que ça vous oblige à rompre. Qu'est-ce que ça veut dire s'installer dedans, vraiment littéralement? Il y a le silence, ok? Vous rentrez dedans et vous vous laissez aller. C'est-à-dire que vous allez à gauche ou à droite. Est-ce qu'il y a justement un mode d'emploi pour nos auditeurs qui ont envie de s'installer dans une toile quand ils vont au musée? Déjà, désirer, avoir envie d'entrer, alors, ok, se laisser aller. Ok. Ce qui est formidable, c'est que, comme le disait Christophe, un musée, une œuvre, mais un morceau de musique, hein, on entre, on ressort, on revient. Il faut se laisser aller pour voir ce que l'œuvre provoque à l'intérieur de vous-même. Et entrer dans un tableau, c'est entrer à l'intérieur de soi. Si vous allez en ce moment au musée d'Orsay voir l'exposition Munch, vous ne voyez que des miroirs de vous-même. Il peint des êtres qui sont en souffrance, qui sont en vieillesse, qui sont en solitude. Il faut juste entrer dans le monde de Munch, se laisser aller, et c'est déjà pas mal, ça. Et si vous laissez aller et qu'il y a un écho, c'est que vous êtes vraiment bien laissé aller et que le peintre est très très bon. Donc et qu'il est un très bon miroir d'un petit peu de vous-même. Christophe Alévêque, vous avez envie de réagir? Oui, c'est j'ai souvent pensé en faisant mon métier que finalement, quelqu'un qui monte sur scène, qui se donne en spectacle à des gens... Il s'installe dans son spectacle aussi. Qui les réunit, qui leur donne rendez-vous, et qui a l'outrecuidance de parler comme ça devant tout le monde. Et il n'y a rien de plus antinaturel. Mais c'est en rupture totale, comme quand on est devant une peinture, une sculpture, en rupture totale avec la vie normale, entre guillemets.
et on est dans une rupture. Même si finalement dans la vie, de temps, on est dans une rupture de tout. C'est-à-dire tout d'un coup, on s'assoit et on paye pour écouter quelqu'un. Eh ben, on paye, j'ai trouvé. Daniel Pardon, Chic. on paye, que ce soit le musée, etc., pour lâcher prise. Mais il faut lâcher prise. Pourquoi on va au théâtre? Pourquoi Et ma on va au question cinéma? d'après, c'était finalement, est-ce que c'est pas comme ça dans la vie au bout d'un moment? Parce que en fait, pour arriver à maîtriser, on dit souvent qu'en vieillissant, on comprend mieux les choses, etc. Mais simplement, on s'installe mieux en soi. Quoi, alors ça dépend de quelle vie on parle. Ouais. Je pense, sans faire les vieux cons, c'était mieux avant. Ouais. Je pense qu'on jouait avant dans un film à rebondissement, un film qui était plutôt assez plaisant. Là, en ce moment, on joue dans un navet. Donc on joue dans un mauvais film en ce moment. Mais ça peut être bien un navet aussi des fois. Non mais non. On a d'autant plus besoin de sortir de ça. Le rythme des actualités, des infos. On voit des gens sans arrêt pendus sur leur téléphone. Et ça, c'est pour ne pas penser. Le problème de la surconsommation de l'information. L'Ukraine est devenue un feuilleton. Et puis alors, du coup, on pense pas à soi. On pense pas à aimer, pas aimer. Les gadins de la vie, on les met de côté. Les peurs de la vie, vieillir, mourir, j'en sais rien. Tout est mis de côté. La vie quotidienne. Vous pensez qu'on est anesthésié en fait un petit peu? Oui, Daniel Chic, on est anesthésié par cette société de l'hyperconsommation, que ce soit de l'information et des fringues et de toutes ces conneries dont on n'a pas. Je parle pas de l'info, hein, mais il y a plein de choses. On se distrait. L'art, aller au musée, lire un bouquin, aller au théâtre, voir un film, c'est pas que se distraire, c'est souvent être grandi. Ce qu'on remarque ce que je remarque dans tous les invités que je reçois, qui sont tous ancrés dans une forme d'excellence, alors de milieux totalement différents en plus, c'est le rapport au temps qui est très différent justement. Ce sont des gens qui prennent le temps. Ça, c'est un peu le maître mot en fait. Quand on fait une création ou quand on va en voir une. Il faut prendre le temps, c'est de ça dont on parle. C'est le fameux lâcher prise. C'est le lâcher prise, c'est prendre le temps. C'est ça, ce lâcher prise. De toute façon, c'est à un moment donné s'asseoir. Et stop. Rester devant ce qu'on a devant soi. Voilà. C'est déjà maintenant un effort énorme. mais c'est vrai, hein. Tout est mouvement, tout est vitesse. Et tout va de plus en plus vite. Et on va bientôt en être, alors que c'est un désastre écologique, mais est nerveux, on va bientôt arriver au 25 millième iPhone qui va encore plus vite. Bon, et pour moi, le grand drame d'aujourd'hui, c'est la course à la vitesse. Et vous posez la question, une œuvre, faut pas aller vite. Il faut prendre le temps de se laisser aller, de voir ce qu'elle provoque. Un musée, faut pas se dire, je reste 10 minutes. Déjà, faut bloquer du temps dans lequel on fait ce qu'on veut. Et le théâtre, vous êtes 2 heures hors du temps. L'art vous met hors d'un certain monde ivre. Et moi, je trouve que ça fait du bien. C'est une conversation qu'on pourrait avoir pendant des heures. Oui. Mais hélas, on va pas pouvoir. Ah, dommage. Parce qu'on n'a pas le temps. Voilà. Sur radio. Et qu'on est pris par le temps à la radio, effectivement, hélas. Mais on a déjà pas mal de temps de parole ici. Donc, j'arrive à la dernière question de mon émission. Je sais pas par lequel je commence. Lequel a envie de commencer? Vous? Ça dépend de la question. Ouais. Daniel, on va commencer par vous, puisque vous avez parlé. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? Ne touche pas à l'enfant. Laisse l'enfant qui est en toi continuer de s'agiter, de rêver, alors que tout le monde veut de faire de toi un grand. N'oublie pas le petit que tu as été. Sois fidèle à celui que tu as été, donc sois encore l'enfant que tu as été. Parce qu'on vous enlève un peu de votre enfance. Mais tout nous enlève de notre enfance. L'enfance, c'est la rêverie, c'est la déconnance, c'est pas raisonnable. Hein. Et toute la société fait de nous des adultes. Il faut être responsable en permanence, il faut pas déconner, fais pas ci, fais pas ça. Plus on grandit, plus on nous dit fais pas ci, fais pas ça. Eh ben non, moi je dis au môme qui est à l'intérieur de moi, vas-y. Christophe Alévêque, que diriez-vous maintenant, aujourd'hui, à l'enfant que vous étiez? Je lui dirais, grosso merdo, la même chose que... Oui. Vous aussi, on a eu envie de vous enlever votre enfance. C'est pas qu'on me l'a enlevé. Moi, j'ai vécu un drame quand j'étais gamin. Donc, je suis tombé dans le monde adulte très vite. Très vite, et j'avais pas demandé. C'est la perte de votre père. Ouais, la perte de mon père. Et donc, moi, je dirais aux gamins que j'étais, mais profite. Mais jouis de la vie, mais fais ce que tu as envie de faire, mais le doute.
Mais vas-y, doute. Essaye. On nous empêche d'essayer, on nous met sur des rails, les adultes. N'écoute pas tout ce qu'on raconte, mais vas-y, voilà. Et puis crée surtout. Ouais. Vas-y, crée, invente. Ouais. Ça sera le mot de la fin. Si le monde est laid, invente une réalité. Voilà. Comme Picasso. Ben oui. Merci à tous les deux de votre venue dans les studios de Sud Radio. Chers auditeurs, on était donc avec Christophe Alévêque et Daniel Chic. Alors, vous pouvez découvrir le Vieux Con, point d'interrogation. Vieux Con, point d'interrogation. Le spectacle de Christophe Alévêque au Café de la Gare tous les mardis à Paris depuis le mardi de cette semaine. Ensuite, vous serez en tournée dans toute la France, Christophe. En même temps, c'est pour ça que je joue que les mardis. Comme ça parce permet que vous faites les autres en général, dates. quand on joue à Paris, on perd du fric. Et quand on va en tournée, on en gagne. Voilà, donc là, je fais les deux en même temps. D'accord. Et donc, pour avoir toutes les dates, on tape sur Internet, on trouve tout. Oui, sur le site. Allez, voilà. Et puis alors, le roman, le premier roman de Daniel Chic, Le Grand Baobab Bleu, il est sorti chez Albin Michel. Puis il est évidemment trouvable chez tous les bons libraires, c'est joli aussi. Merci à tous de votre fidélité. Merci à Maxime Sénat qui réalise pour vous aujourd'hui, toutes les équipes de Sud Radio. Vous pouvez podcaster, réécouter cette émission et les autres sur le site de la radio, sudradio.fr, notre chaîne YouTube, sans oublier Twitter et tout le tintouin. Bisous les copains, c'était excellent. Bisous. Sud Radio 7 excellent, Judith Belair. Avec Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles dans les grandes villes de France, à retrouver sur valerty.com. VALERTY.com.